Dans cette entrevue, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent du sujet du retour des Atlantes. Ils se questionnent sur la possibilité de réincarnation massive d'âmes atlantes sur la Terre et sur la manière dont le processus de réincarnation fonctionne. Bernard explique que l'évolution de l'homme passe par des stages d'initiation sur Terre, qui se déroulent à travers différentes nations, groupes raciaux et époques. Il précise que les Atlantes étaient caractérisés par un corps astral très développé, ce qui leur permettait d'être en contact avec le plan astral et de vivre leur conscience à ce niveau. Les Atlantes étaient sensibles aux perceptions extrasensorielles et pouvaient facilement se dédoubler pour entrer en contact avec d'autres intelligences astrales. Il mentionne également qu'avant les Atlantes, il y avait d'autres races comme les Lémuriens, dont l'évolution sur Terre était temporaire. Les Atlantes ont été les premiers à prendre conscience de leur territorialité planétaire et de leur appartenance à la Terre. Ils avaient une conscience étroitement liée à l'invisible, ce qui leur permettait d'accéder à des lois astrales relatives à la magie de la matière, aux animaux, aux plantes, à la médecine, etc. En résumé, le retour des Atlantes serait lié à des réincarnations massives d'âmes atlantes qui ont déjà influencé la vie et la dynamique de la planète. Le processus de réincarnation fonctionne à travers des stages d'initiation sur Terre, et chaque race pourrait avoir des groupes d'âmes qui y sont dévolus. Les Atlantes étaient caractérisés par un corps astral développé et une conscience orientée vers l'invisible. Les Atlantes étaient conscients des courants telluriques de la Terre, grâce à leur capacité de voir dans l'invisible. Cependant, leur principale faille était leur incapacité à maintenir leur indépendance vis-à-vis des intelligences qu'ils rencontraient, que ce soit sous forme astrale ou lumineuse. En voulant accumuler un pouvoir sur les réseaux telluriques de la planète, les Atlantes ont trahi les lois établies avec ces intelligences, ce qui a entraîné leur destruction. Certains individus dans le monde d'aujourd'hui ont une appartenance ancienne à l'Atlantide et ont vécu des expériences dans cette civilisation. Cependant, ces individus se retrouvent aujourd'hui dispersés dans le monde, exerçant différents métiers, mais en opposition totale sur le plan occulte. La réconciliation entre les fils de la lumière et les fils de Bélial, qui représentaient respectivement l'avant-garde de la science occulte atlantéenne et ceux qui ont trahi cette mission, demandera un long apprentissage pour l'humanité. Le passage du plan astral de la conscience au plan mental sera nécessaire pour éliminer la distinction entre les deux groupes. Cela exigera de rétablir un contact avec les aspects mentaux des circuits universels, plutôt qu'avec les aspects astraux. Les individus avec une mémoire atlantéenne ont une grande sensibilité à l'ésotérisme et au paranormal, mais ils ont du mal à se définir eux-mêmes et à transformer cette énergie pour se connecter au plan mental et se libérer de la mémoire atlantéenne. La coupure de la mémoire ancienne est importante lorsqu'on parle de l'évolution de l'homme vers le plan éthérique. Les fils de la lumière ou les fils de Bélial, selon le camp auquel ils appartiennent, devront convertir leur énergie et se désintéresser totalement de la mémoire atlantéenne pour créer une nouvelle programmation en eux-mêmes. Cela leur permettra de renforcer les nouveaux circuits de conscience. Le texte parle de la nécessité pour l'humanité de développer de nouveaux systèmes de communication universelle, en éliminant les blocages entre les différentes couches de conscience. Il mentionne que de nombreuses mémoires anciennes, notamment celles des Atlantes, refont surface à la fin du XXe siècle, perturbant la communication entre les plans de conscience. Ces mémoires doivent être dépassées afin de permettre l'accès à ces nouveaux systèmes de communication. Il explique que pendant la période atlantéenne, les hommes pouvaient communiquer avec des entités astrales, mais que cela ne suffit pas, car cela fait partie de la conscience animale de l'homme. Le problème actuel de l'humanité est qu'il lui est difficile de neutraliser la désinformation véhiculée par les systèmes de communication astraux inférieurs. Ces systèmes sont limités dans leur capacité d'instruire l'homme et sont basés sur des archives mortes. L'homme doit être capable de développer une conscience suffisamment élevée pour accéder à une communication mentale universelle et dépasser le mensonge cosmique. L'homme doit être capable de se libérer de la désinformation, peu importe qu'elle vienne des Himalayas ou d'Amérique du Sud. Pour cela, il doit neutraliser la naïveté spirituelle de sa conscience astrale, qui est le plus grand problème auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui. La naïveté spirituelle fait référence à l'impression que nous avons de la connaissance spirituelle, qui est basée sur les archives astrales et les enregistrements akashiques. L'homme devra se libérer complètement de ces enregistrements akashiques, qui sont une grande source d'information pour les entités désincarnées, mais qui retardent l'homme et le séparent des circuits universels. Pour évoluer, l'homme a besoin d'être en contact avec ces circuits universels, mais ils sont peu accessibles à une conscience trop astralisée. Certains individus sensibles passent du plan astral au plan mental,
mais un jour ils devront passer définitivement au plan mental, ce qui est difficile en raison de nos nombreux sentiments. La conscience astrale développée de l'homme, liée au corps astral, donne au sens la primauté sur la conscience existentielle, l'empêchant de se vérifier mentalement. Le corps astral régit l'homme et crée chez lui une tendance à se sentir impuissant, liée aux mémoires de cette vie. Ou d'autres vies. L'homme devra un jour mettre fin à cette impuissance, qui est responsable de ses souffrances, en se libérant de ces aspects astralo-animaux qui sont à la source de ses sentiments. La vie ne devient pas ennuyeuse lorsque l'homme cesse d'être sentimental dans le sens astral du terme, au contraire, elle devient libre lorsqu'il se libère de ces aspects qui sont à l'origine de ses erreurs. Un jour, l'homme ne sera plus intéressé par son passé atlante, qu'il ait été positif ou négatif. Lorsqu'il aura une conscience mentale et pourra vérifier ses archives, il ne sera plus affecté par le sentiment d'appartenance à la race humaine. Le problème avec la question des Atlantes est que dès que nous en parlons ou que nous voulons savoir si nous avons un lien avec eux, cela fait vibrer une mémoire astrale qui entretient une spiritualité et un sentiment. Cela empêche l'homme de s'ouvrir à de nouveaux systèmes de communication qui ne font pas partie de la conscience humaine, de la science mentale ou de la science de la conscience. C'est pourquoi il a du mal à se connecter à ces nouveaux systèmes. Bernard explique que les Atlantes possédaient des facultés que les êtres humains ont perdues, telles que la capacité de se dédoubler astralement ou de se replonger dans d'autres corps à volonté. Cependant, les humains de la 5e race racine ont acquis une faculté cérébrale logique et intelligente qui leur permet de comprendre le monde matériel. La 6e race racine aura à la fois cette faculté de comprendre la matière et celle de l'astral. Pour que l'homme puisse synthétiser ces deux aspects, il doit être conscient et capable de communiquer avec des plans universels qui comprennent à la fois le monde de la matière et celui de l'invisible astral. Cela implique se retirer des différentes influences et mémoires des plans astral et matériels. Le dédoublement éthérique permet à l'individu d'être libre de ses archives et de se connecter à des circuits universels, permettant une étude objective des plans astraux et matériels. Dans l'évolution de la race humaine, la 6e race racine sera capable de communiquer avec les forces éthériques et d'accéder à une science équivalente à celle des Atlantes dans le plan astral. Cependant, cette communication avec l'astral sera abolie, car les nouveaux humains seront capables de se dédoubler éthériquement et de communiquer mentalement avec les circuits universels, ce qui les libérera du mensonge cosmique. Ils deviendront des êtres totalement créatifs et pourront neutraliser les archives des enregistrements akashiques. Cela entraînera la réincarnation des entités astrales sur Terre, afin qu'elles puissent éventuellement accéder au plan mental et se libérer de l'expérience astrale involutive. Les nouveaux humains auront des pouvoirs et des sciences liées à leur dédoublement éthérique, mais ils ne pourront pas spiritualiser cette science ni faire de la magie, car la magie implique un hermétisme qui entrave la compréhension des autres intelligences. Au fur et à mesure de l'évolution de la race humaine, la magie disparaîtra pour laisser place à une science pure. Dans les relations avec d'autres civilisations avancées, il y aura une égalité et une liberté totale sans manipulation ou suprématie du pouvoir. C'est pourquoi le contact avec d'autres civilisations ne se fera pas officiellement sur Terre tant qu'il n'y aura pas d'hommes suffisamment avancés pour entrer en relation de manière égale avec eux. Le texte parle de la nécessité pour l'humanité d'établir une régence planétaire composée d'individus capables de se dédoubler et de communiquer avec des intelligences extraterrestres. Avant que cela ne puisse se produire, il est nécessaire que les humains développent une conscience mentale capable de comprendre les lois cosmiques de l'évolution. L'auteur explique que l'humanité n'est pas encore prête à entrer en contact avec d'autres civilisations en raison de sa conscience encore primitive. Il souligne également la nécessité de contrôler ces interactions pour éviter les chocs et les brisures au sein de la société. L'auteur insiste sur le fait qu'il ne faut pas confondre la relation avec l'occulte et la spiritualité, et que les révélations médiumniques sur le passé sont essentiellement académiques et ne susciteront pas d'intérêt chez l'homme conscient de la 7e race racine. En réponse à une question sur la tendance à mystifier les sciences occultes, l'auteur explique que cela fait partie des lois du pouvoir et que le pouvoir occulte provient de l'astral. Il est important pour les individus conscients de ne pas s'intéresser au pouvoir et de ne pas hermétiser la science, car leur objectif est de se connecter à des vibrations universelles avancées. Dans ce passage, Bernard de Montréal explique que pour augmenter notre relation avec la science et son impact sur la Terre, nous devons prendre en compte la masse critique de chaque événement scientifique. Par exemple, il mentionne la téléportation comme une technologie qui offrirait un avantage critique à une société, mais souligne également les conditions nécessaires pour son utilisation. Il explique que pour léguer cette technologie à la planète,
il faudrait d'abord instaurer un gouvernement universel et établir des contacts avec d'autres civilisations. Cela garantirait que l'utilisation de la téléportation ne nuise pas aux différentes nations. Bernard souligne également que ces lois font partie de la conscience éthérique et de la science des réseaux universels. Il souligne ensuite que l'homme qui travaille avec ces énergies doit se conformer à ces lois. Il ne peut pas simplement créer une technologie et la vendre à une nation ou à un groupe, car la science appartient aux sphères de la lumière, c'est-à-dire à ce qui n'est pas mortel. Il explique que l'homme doit être libéré des lois karmiques et avoir un ego transparent pour travailler avec ses énergies. Lorsque l'homme est libre et son ego transparent, la science devient libre et il peut devenir un exécutant de cette science avancée. En résumé, pour augmenter notre relation avec la science et son impact sur la Terre, nous devons prendre en compte la masse critique de chaque événement scientifique. Pour travailler avec des technologies avancées comme la téléportation, il faut établir un gouvernement universel et se conformer aux lois éthériques. De plus, l'homme doit être libéré des lois karmiques et avoir un ego transparent. Pour travailler avec ces énergies, la neutralisation des émotions a un impact sur les sentiments de l'individu et dépend de son niveau de fusion avec ses émotions et de sa conscience mentale supérieure. Plus l'homme évolue vers une conscience supramentale, plus il devient autonome par rapport à son moi et moins il est influencé par des influences astrales. Les sentiments sont la source de souffrance, d'impuissance et d'incapacité de prendre des décisions rationnelles. Le sentiment est utilisé par l'homme contre lui-même et contre son esprit, et il maintient l'aspect astral de notre inconscience. La mémoire collective entrave notre connaissance de nous-mêmes et nous empêche d'appartenir à notre propre réseau de pensée. La formule « connais-toi toi-même » est psychologiquement utile sur le plan spirituel, mais n'a pas de fonction réelle sur le plan psychique de l'être. La personne interviewée explique qu'il y a 3 plans de réalité, la réalité matérielle, la réalité astrale, le plan de la mort, et la réalité cosmique. Pour que l'homme devienne conscient de ces réalités et des systèmes de communication et d'information qui en font partie, il doit se libérer des aspects psychologiques et spirituels reliés à la matière et aux mémoires involutives de la race. Cependant, les entités spirituelles n'ont aucun intérêt à permettre à l'homme d'avoir une liberté dans sa connexion éthérique, car cela signifierait qu'il ne retournerait plus dans le plan astral après la mort et deviendrait immortel. Les entités du plan astral sont avides des émotions et des pensées subjectives humaines, car cela leur permet de travailler en relation de service avec l'humanité et de perpétuer la mort sur Terre. L'homme meurt sur Terre parce qu'il a perdu contact avec sa source et est obligé de jouer le jeu des formes astrales. Il est attaché à la mémoire de la race et aux conventions humaines, et est influencé par le monde astral. La personne interviewée est présentée comme un exemple de quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par l'astral. Bernard de Montréal parle de la fusion entre les matières et l'esprit et de la nécessité d'une science exacte de l'invisible, aussi précise que la science de la matière. Il affirme que les hommes doivent développer des systèmes de pensée plus avancés et avoir accès à des ordinateurs psychiques pour obtenir des données plus à jour. Selon lui, cela permettrait de corriger les erreurs de nos vies et de devenir créatifs, en se libérant des aspects astraux de notre conscience et en s'ouvrant à d'autres civilisations et intelligences. Il souligne que se débarrasser des sentiments fait partie de l'évolution de l'humanité et que cela sera accessible à tous, bien que certains soient plus avancés que d'autres. Enfin, il mentionne qu'il est nécessaire de se libérer de la mémoire de la race pour passer de la conscience astrale à la conscience mentale.